Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, euh, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir à quel âge avez-vous eu pour la première fois vos premiers rapports sexuels? 16 ans. À 16 ans. Et à quel âge avez-vous été enceinte pour la première fois? À 16 ans. Donc c'est la suite de votre premier rapport sexuel Exactement. qui a conduit à une grossesse. Oui. D'accord. Et quelles étaient les raisons qui vous ont conduit à prendre la décision d'un avortement? Déjà, je n'avais pas de raison et c'était pas ma décision. C'était la décision des parents, précisément ma mère. D'accord. Donc en gros, on vous a pas donné, on vous a pas demandé votre avis. Du tout. Ok. J'étais obligée en fait. Et comment l'avez-vous vécu à cette époque-là? Bon, j'étais juste traumatisée et j'avais pas le choix. Il fallait faire ce que maman te demande pour ne pas que le papa le sache, pour ne pas que ses collègues parlent, vu son métier à l'époque, pour ne pas que le quartier. En fait, c'est juste la vue des gens, quoi. Sinon, j'avais pas le choix et j'avais pas de mot à donner. Rien du tout. D'accord. Et cela s'est passé combien de fois? 2 fois exactement. Et la deuxième fois, c'était à quel âge? C'était 3 ans après, donc 19 ans. D'accord. Et là aussi, on vous a pas demandé votre avis. En tout cas, on m'a jamais donné d'avis. Surtout pour la deuxième fois, je me rappelle, j'étais un peu mature. Quand je l'ai su, j'ai même fui chez ma soeur. J'ai fait 48 heures et malheureusement, j'ai jamais oublié ce que ma mère m'avait dit, que l'enfant grandit de jour en jour, qu'il fallait revenir quand on finisse. J'avais même pas le courage de dire ni à ma soeur parce que j'avais tellement peur de ce que j'avais vécu la dernière fois. Et malheureusement, j'étais tellement stressée, j'avais tellement la peur de la réaction de ma mère que j'étais obligée de repartir et faire ce qu'elle me demandait. Ok. Et est-ce que l'acte en soi s'est bien passé? Est-ce qu'au cours de cet acte, il y a eu des complications à l'immédiat ou bien après? Ce qui est sûr, si je me rappelle bien, bon, c'est peut-être aujourd'hui, avec le temps, avec le métier, j'essaie de comprendre, mais je ne sais pas ce qu'on m'avait mis. Et après l'acte, je ne sais pas, je les écoutais de loin. Franchement, j'avais mis du temps pour me réveiller et j'entendais ma mère de l'autre côté pleurer, dire que si je savais, je n'allais pas le faire et tout. Je n'ai pas vraiment de souvenir de ce qu'on m'avait mis. Et après, aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années, hein. Je peux dire que ça s'est très mal passé parce que je ne suis plus jamais retombée enceinte. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai bu, plus jamais. Et quel conseil donneriez-vous à d'autres jeunes filles aujourd'hui, même des jeunes garçons, hein, confrontés à ce genre de situation? Le conseil que je donnerais aux jeunes garçons et jeunes filles, c'est si réellement vous n'êtes pas encore prêt de se protéger. Et si cela arrive par maladresse, que malgré vous êtes protégé, que la grossesse est arrivée, en tout cas c'est mieux de mettre au monde. Parce que aujourd'hui, moi je dis, un enfant n'est pas un obstacle. C'est quelque chose aujourd'hui qui me hante au fait. Je suis trop... C'est un poids, au fait c'est une croix que je porte au monde, que c'est trop dur à porter en fait. Et je souffre, je suis seule. Je suis seule. Ma mère qui m'a poussé à le faire, mais est-ce qu'elle ne connaît pas ce que j'endure? Tous les jours, je pleure. Tous les jours que Dieu a fait. Tous les jours, mais... Et il y a aussi un truc. Ça fait une année, j'ai un médecin qui me suit, qui m'a conseillé faire une celluloscopie, que à travers les examens que j'ai fait dans mon bilan prénatal, parce que je suis en désir de maternité, que j'avais des trompes bouchées.
Et aujourd'hui, ça me fait 1 année. Pourtant, celui qui me l'a fait me fait savoir qu'en moins de 3 mois, je tomberai enceinte. J'ai tout fait. Mais ça ne marche toujours pas. Et aujourd'hui, ça me fait 1 année, en fait. Donc, du coup, c'est mieux de faire un enfant, peu importe. C'est mieux, en tout cas. Parce que c'est trop dur. Je ne conseille personne à vivre cette douleur. Personne. Autant que tu ne la vis pas, tu ne peux pas la savoir. C'est trop dur. Que faire? Je suis là en train de le subir et j'espère que ce que je cherche, je veux l'avoir. J'espère. Et que direz-vous aux parents aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que vous leur conseillerez face à leurs enfants? Ce que je dirais aux parents, en plein 21e siècle, laissez les enfants décider. C'est vrai que les parents voient le futur de leurs enfants. Aucun parent ne souhaite du mal à son enfant. C'est vrai. Mais les parents n'ont toujours pas raison. Toujours pas raison. C'est mieux que cette décision, si je l'avais prise de moi-même, ça n'allait pas me peser. Ça me fait le plus mal, c'est parce que je l'ai fait de force. J'ai été obligé. Et malheureusement, je suis la seule à payer de cette obligation-là. Donc pour conclure, il faudrait laisser l'enfant prendre sa propre décision. Peu importe ce que ça va lui coûter, c'est pas grave. Elle saura surmonter sa propre décision. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et la question que j'aimerais poser par rapport à tout ce qui a été dit par nos panélistes, alors j'ai noté 2 questions. C'est vrai qu'ici on est en train de parler des conséquences dues à la sexualité précoce, donc la précocité des rapports sexuels. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des conséquences concernant les rapports sexuels tardifs? Parce que, ou c'est peut-être des idées reçues qu'on a peut-être eu à avoir, parce qu'on se dit, tu as passé beaucoup de temps, tu as un âge très avancé, sans pourtant que tu aies eu à faire les rapports sexuels. Est-ce qu'il y a des conséquences liées à cela? La deuxième question, c'est, je voulais savoir, tout à l'heure, la docteure Nélène a dit qu'il y avait la possibilité pour des jeunes filles qui contractent en fait non pas seulement des affections, mais qui sont enceintes précocement. Il y a la possibilité de se rapprocher d'un centre de santé, un cadre d'accompagnement. J'aimerais savoir, est-ce que concrètement, il y a une organisation ou un organe qui existe pour accompagner concrètement? Parce que on connaît les réalités de nos hôpitaux. On connaît la réalité de nos hôpitaux. Est-ce que concrètement, il y a un organe ou une organisation qui existe pour accompagner en fait ces jeunes filles qui sont vouées en fait à eux-mêmes, ils sont voilà, vulnérables face à ce qu'ils ont comme situation? Quels sont les divers dégâts sur la sexualité mal gérée? D'abord, j'ai une question, mais pour commencer, je vais rebondir sur le dernier témoignage qu'on vient de suivre. J'ai retenu 2 phrases. C'est que la dame a dit qu'elle aurait aimé prendre sa propre décision concernant l'interruption involontaire de sa grossesse. Et la deuxième phrase, c'est qu'elle a dit « les mamans n'ont toujours pas raison, nos parents ». Donc je commence par la première phrase. Elle aurait voulu prendre elle-même sa décision parce qu'elle était déjà enceinte. Et on sait que à cet âge-là, rien ne nous rassure qu'elle aurait pris une bonne décision. Donc c'est maintenant qu'elle a su, peut-être qu'elle aurait peut-être gardé sa grossesse, mais à l'âge déjà adulte. Donc pour éviter de se trouver dans ces situations controverses, c'est mieux
de ne pas tomber enceinte, de ne pas aller coucher en fait. Et la deuxième phrase, c'est que les parents n'ont toujours pas raison. Et oui, les parents n'ont toujours pas raison parce que pour bien conseiller, il faudrait avoir l'information. Donc parmi nous, il y a ceux ou celles qui ont les parents qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut décider, qu'est-ce qu'ils vont vous donner comme information. C'est même pour les enfants qui apprenaient les trucs à l'école, qui corrigeaient même les parents. Donc juste pour dire, si maman ne sait pas comment te conseiller, voilà pourquoi on se réunit, pour poser des questions, pour aller en consultation et aussi à l'école. Donc, la suggestion, c'est qu'on descende jusqu'aux parents qui ne savent pas ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Et moi, ma question, c'est pour voilà, les filles qui sont ici, j'ose croire, qui ont déjà su que les pratiques d'hier n'étaient pas bonnes et qui vont peut-être décider d'arrêter avec les relations sexuelles. Et quelle est la suite pour celles-là? Est-ce qu'il y a des conséquences une fois qu'on décide d'arrêter? Certes, peut-être j'aurai une réponse, que tout le monde puisse le savoir. Et aussi, bon, je préfère m'arrêter par là. La toute première, est-ce que ça a des conséquences d'avoir des rapports tardifs? Dites-nous d'abord du point de vue médical. Alors, du point de vue médical, non. Hein. Aucune conséquence. En tout cas, il n'y a aucune preuve scientifique qui a été prouvée dans ce sens-là. Scientifiquement parlant, pour dire que le fait d'avoir des relations sexuelles tardives, ça va vous entraîner une infertilité ou quoi que ce soit, rien à voir. Déjà, pour ce qui concerne les hommes, la formation de vos spermatozoïdes, on va dire que c'est trimestriel, c'est-à-dire que pour qu'une petite cellule devienne un spermatozoïde qui peut donner un bébé, il a besoin de 3 mois. Donc, ça se renouvelle en fait chez les hommes. Que tu aies ton premier rapport sexuel à 20 ans, à 50 ans, à 60 ans, tu auras toujours des spermatozoïdes qui seront peut-être un peu moins forts que ceux quand tu as 20 ans, mais c'est pour dire que ça n'a aucune... Non, ça c'est pour des enfants. Là, on parle de faire des enfants. Toi, tu as parlé de la sexualité. Est-ce que le fait d'avoir des rapports sexuels tardifs peut avoir une influence sur ta santé? C'est ça ta question ou pas? Mais non, c'est ce que je dis. Oui, en fait, c'est vrai justement. Quelle est la norme de tardif? Pour vous, tardif, c'est quoi? C'est quel âge, en fait? Pour vous... Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir à quel âge avez-vous eu pour la première fois vos premiers rapports sexuels? 16 ans. À 16 ans. Et à quel âge avez-vous été enceinte pour la première fois? À 16 ans. Donc c'est la suite de votre premier rapport sexuel. Exactement. Qui a conduit à une grossesse. Oui. D'accord. Et quelles étaient les raisons qui vous ont conduit à prendre la décision d'un avortement? Déjà, je n'avais pas de raison et ce n'était pas ma décision. C'était la décision des parents, précisément ma mère. D'accord. Donc en gros, on ne vous a pas donné, on vous a pas demandé votre avis? Du tout. Okay. J'étais obligée en fait. Et comment l'avez-vous vécu à cette époque-là? Bon. J'étais juste traumatisée. Et j'avais pas le choix. Il fallait faire ce que maman te demande pour ne pas que le papa le sache, pour ne pas que ses collègues parlent, vu son métier à l'époque, pour ne pas que le quartier. En fait, c'est juste la vue des gens, quoi. Sinon, j'avais pas le choix et j'avais pas de mot à donner. Rien du tout. D'accord. Et cela s'est passé combien de fois? 2 fois exactement. Et la deuxième fois, c'était à quel âge? C'était 3 ans après, donc 19 ans. D'accord. Et là aussi, on ne vous a pas demandé votre avis? En tout cas, on ne m'a jamais donné d'avis. Surtout pour la deuxième fois, je me rappelle, j'étais un peu mature. Quand je l'ai su, j'ai même fui chez ma soeur. J'ai fait 48 heures et malheureusement, je n'ai jamais oublié ce que ma mère m'avait dit, que l'enfant grandit de jour en jour, qu'il fallait revenir quand on finisse. J'avais même pas le courage de dire ni à ma soeur parce que j'avais tellement peur de ce que j'avais vécu la dernière fois. Et malheureusement,
J'étais tellement stressée, j'avais tellement la peur de la réaction de ma mère que j'étais obligée de repartir et faire ce qu'elle me demandait. Ok. Et est-ce que l'acte en soi s'est bien passé? Est-ce qu'au cours de cet acte, il y a eu des complications à l'immédiat ou bien après? Ce qui est sûr, si je me rappelle bien, bon, c'est peut-être aujourd'hui, avec le temps, avec le métier, j'essaie de comprendre, mais je ne sais pas ce qu'on m'avait mis. Et après l'acte, je ne sais pas, je les écoutais de loin. Franchement, j'avais mis du temps pour me réveiller et j'entendais ma mère de l'autre côté pleurer, dire que si je savais, je n'allais pas le faire et tout. Je n'ai pas vraiment de souvenir de ce qu'on m'avait mis. Et après, aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années, hein. Je peux dire que ça s'est très mal passé parce que je ne suis plus jamais retombée enceinte. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai bu, plus jamais. Et quel conseil donnerez-vous à d'autres jeunes filles aujourd'hui, même des jeunes garçons, hein, confrontés à ce genre de situation? Le conseil que je donnerais aux jeunes garçons et jeunes filles, c'est si réellement vous n'êtes pas encore prêt, de se protéger. Et si cela arrive par maladresse, que malgré que vous êtes protégé, que la grossesse est arrivée, en tout cas c'est mieux de mettre au monde. Parce que aujourd'hui, moi je dis, un enfant n'est pas un obstacle. C'est quelque chose aujourd'hui qui me hante au fait. Je suis trop... C'est un poids, au fait c'est une croix que je porte au monde, c'est trop dur à porter en fait. Et je souffre, je suis seule. Je suis seule. Ma mère qui m'a poussé à le faire, mais est-ce qu'elle ne connaît pas ce que j'endure? Tous les jours je pleure, tous les jours que Dieu a fait. Tous les jours, mais... Et il y a aussi un truc, ça fait une année, j'ai un médecin qui me suit, qui m'a conseillé de faire une celluloscopie, que à travers les examens que j'ai fait dans mon bilan prénatal, parce que je suis en désir de maternité, que j'avais des trompes bouchées. Et aujourd'hui, ça me fait une année. Pourtant, celui qui me l'a fait me fait savoir qu'en moins de 3 mois, je tomberai enceinte. J'ai tout fait. Mais ça ne marche toujours pas. Et aujourd'hui, ça me fait une année, en fait. Donc, du coup, c'est mieux de faire un enfant, peu importe. C'est mieux en tout cas, parce que c'est trop dur. Je ne conseille personne à vivre cette douleur. Personne. Autant que tu ne la vis pas, tu ne peux pas la savoir. C'est trop dur. Que faire? Je suis là en train de subir et j'espère que ce que je cherche, je veux l'avoir. J'espère. Et que direz-vous aux parents aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que vous leur conseillerez face à leurs enfants? Ce que je dirais aux parents, en plein 21e siècle, laissez les enfants décider. C'est vrai que les parents voient le futur de leurs enfants. Aucun parent ne souhaite du mal à son enfant, c'est vrai. Mais les parents n'ont toujours pas raison. Toujours pas raison. C'est mieux que cette décision, si je l'avais prise de moi-même, ça n'allait pas me peser. Ça me fait le plus mal, c'est parce que je l'ai fait de force. J'ai été obligée. Et malheureusement, je suis la seule à payer de cette obligation-là. Donc pour conclure, il faudrait laisser l'enfant prendre sa propre décision. Peu importe ce que ça va lui coûter, c'est pas grave. Elle saura surmonter sa propre décision. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est quoi tardif? Après,
aucun souci sur votre fertilité après 30 ans. S'il faut avoir un âge où on commence à avoir, on va dire, une décroissance de la fertilité, c'est-à-dire vos chances d'avoir facilement des enfants, on dirait que c'est peut-être après 50, hein, dans les 60 ans pour les hommes, 50, 60 ans. Mais par contre, le fait d'avoir des relations sexuelles non protégées qui peuvent vous donner une infection, peuvent vous entraîner une infertilité à 20 ans. Oui, il y a des infections qui, chez l'homme, justement, est responsable d'une diminution de la qualité de ces spermatozoïdes. Donc, c'est pour vous dire que je dirais plutôt qu'il y a plus de soucis à avoir une sexualité désordonnée que d'avoir précocement, que de prendre son temps. Scientifiquement, non. Est-ce que tonton Neige a quelque chose à ajouter là-dessus? Bon, vous avez tout dit. Il n'y a aucune conséquence, je voulais dire, parce qu'on a commencé des rapports sexuels tard. Par contre, je voulais un peu parler à une catégorie des sœurs qui s'abstiennent et elles attendent le mariage pour commencer des relations amoureuses, des relations sexuelles. Donc, pendant que vous êtes jeune, ne pensez pas que vous serez jeune pour toujours. Les femmes ont ce qu'on appelle une période de gloire. Pendant que c'est votre période de gloire, il y a tous les mecs qui tournent autour de vous. Soyez très concentrés. Faites votre choix. Commencez à faire des rapports sexuels tôt. Avoir vos enfants tôt. Pour éviter que, voilà, il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique hein, pour vous les femmes. À un certain âge, il faut le quitter. Pour dire sur relations sexuelles tôt, attention. Merci, docteur. Voilà, il faudra que ça soit cadré, bien sûr, dans un cadre bien précis. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Justement, il faudra que ça soit dans un... faudra que ça soit dans un... Ouais. D'accord. Il faudra que ça soit dans un cadre... Déjà, même... On ne donne pas en mariage sa fille de 16 ans. Hein. Donc, ce n'est pas dans la culture congolaise de donner sa fille en mariage à l'âge de 16 ans. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir des rapports sexuels, il faut avoir une certaine maturité. Et ça, je vous ai dit, essayez d'aller regarder l'émission sur la précocité des rapports sexuels. On a eu un juriste qui s'est étalé en long et large sur la question de rapports sexuels précoces. Ce qu'on entend par ce qui est précoce. Et donc, en ce qui concerne ce qui est tardif, pour l'homme, on l'a dit, hein, franchement, il n'y a pas de conséquences. Mais chez la femme, par contre, c'est vrai qu'on a un souci. Le souci, c'est qu'on est rattrapé par notre horloge biologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber sur le premier venu qui y va et se jeter. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il faut juste avoir la jugeote et avoir un esprit assez éclairé pour faire le bon choix. D'accord? Je suis sérieuse quand je parle de bon choix. Je répète ce que me disait mon feu papa. Il y a garçon devant, il y en a derrière, il y en a à gauche, il y en a à droite. Ça sera à toi de prendre la bonne décision et de trouver la chaussure à ton pied. Et tu as trouvé aussi. Hein? Oui, moi j'ai trouvé. Hein. Ah oui, j'ai trouvé, oui, justement. D'accord? Donc vraiment, ayez la jugeote. C'est pas la peine parce que tu es encore jolie, tu es toute jeune, tu fais la fière et tu fais la frime. Ben, je suis désolée. Quand on va arriver à 35 ans, malheureusement, c'est à 35 ans. Aujourd'hui, ce sont les fiereuses d'hier. Ce sont les fiereuses d'hier. À 35 ans, l'horloge biologique commence à chuter. On a une chute, on a une diminution du taux de son patrimoine folliculaire. Donc, les follicules, ces petits œufs qu'on trouve au niveau des ovaires qui vont devenir des ovules demain, vont commencer à chuter. Ben, du coup, le problème d'infertilité va commencer à se poser. Quoique aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous nos problèmes de santé qu'on a, avec toutes les conséquences liées à une sexualité désordonnée et très précoce qu'on a, on se retrouve avec des problèmes d'infertilité en consultation chez les jeunes, même de 24 ans. Ah oui, on a parlé de chlamydia tout à l'heure. On a parlé de syphilis tout à l'heure. Ce sont des conséquences qui arrivent et qui sont réelles. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, qu'on ne vous trompe pas, que le dehors ne vous trompe pas. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une course. Il n'y a pas une couronne de gloire qui est réservée aux plus grands performeurs, aux plus grands performeurs
en ce qui concerne les rapports sexuels. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On s'en fout, nous. D'accord? Donc, s'il vous plaît, plutôt préservez votre vie. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a un organisme qui existe pour accompagner des jeunes filles enceintes? Alors, je dirais pas à ma connaissance, il n'y a pas d'organisme spécifique où vous serez accompagné sur ces questions-là. Il y a la plateforme, Docteur Dis-moi Tout qui est là, et il y a, j'ai envie de dire, les gynécologues et les services de maternité. Parce qu'on a tendance à penser qu'en consultation, c'est lorsqu'on est malade. C'est-à-dire, pour aller voir un gynécologue, il faut que j'ai un souci, que j'ai des démangeaisons, que j'ai mal au bas-ventre. Non. Vous pouvez avoir une consultation où vous venez pour dire, voilà, docteur, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux avoir comme complications au niveau de ma sexualité. Là, c'est vrai, je suis déjà active sexuellement, mais je n'ai pas envie d'avoir un bébé. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez la possibilité d'avoir ces informations auprès d'un gynécologue ou auprès d'une maternité. Pourquoi je dis auprès d'une maternité? Parce que auprès d'une maternité, par exemple, vous avez des services spécifiques de planification familiale. Là, je parle pour les mamans, celles qui sont déjà en âge d'avoir des enfants et qui n'ont pas envie d'avoir des enfants tous les 6 mois. Et donc, au niveau de ces services, il y a des personnes qui sont outillées pour vous donner tous les conseils concernant la fertilité, concernant la maternité. Ça, on parle de ça à part, mais également sexualité ou tout le reste. Mais un organisme comme ça, mis à part, par ma connaissance, après, c'est, on va dire quoi, c'est un caillou jeté dans la mer, docteur Nougaël. Pourquoi pas y penser? Oui, justement. De s'occuper un peu de tout le monde. C'est vrai que seul, on ne peut pas tout gérer. On dit un seul doigt ne peut pas laver tout son corps. Donc ça veut dire que seul, je ne peux pas travailler pour tout. Et donc, vraisemblablement, je lance la pierre un peu à tout le monde, justement, tous ceux qui ont les moyens. Pensez à ce genre d'organisme, en fait, qui vont accompagner les jeunes filles. Et les moins jeunes, voilà, mères, pourquoi pas, ou ceux qui se retrouvent rapidement en situation de grossesse, de les accompagner de façon très efficace, en fait. Mais à côté de ça, alors, moi, j'ai mis en place une petite brochure que j'ai appelée « Sexualité et santé des jeunes, tout savoir en 10 étapes ». Et à l'arrière de la brochure, j'ai mis en place, j'ai pu mettre des contacts, des plateformes avec qui je travaille, d'accord? Donc, si vous vous trouvez en situation, soit vous traversez ce genre de situation, peu importe la situation qui vous concerne, vous, en tant que jeune, vous pouvez appeler l'un de ces numéros de téléphone ou rentrer en contact avec l'un de ces numéros de téléphone et nous, on va se faire un plaisir de vous accompagner, d'accord? Que ce soit Anela Advice, soit Ananias, ou bien au Standard pour Christ, ou encore Docteur Dis-moi Tout. En gros, tous nous travaillons ensemble les mains dans la main. Donc, à tous les niveaux que ce soit, vous allez pouvoir me rencontrer, peu importe le canal par lequel vous essayez de rentrer en contact. Et par-dessus tout, je vous ai dit, en entrée de jeu, que Madame Balé-Bonkasi était auteure, d'accord? Et parce qu'elle est auteure, justement, elle a mis en place un livre qu'on appelle « 15 jours pour apprendre à vaincre ses complexes et savoir et se voir avec les yeux de Dieu », écrit par Madame Balé-Bonkasi. Vous aurez l'occasion justement de voir ce livre à la sortie et pourquoi pas vous en procurer. Alors, la question suivante. Est-ce qu'une seule consultation suffit pour arrêter toutes les mauvaises habitudes? Toutes les mauvaises habitudes, c'était ça la question. Moi, j'ai envie de dire, par rapport aux mauvaises habitudes, c'est une décision. C'est une décision personnelle d'abord, je pense. Il faut déjà prendre la décision de vouloir arrêter. Si vous ne prenez pas la décision de vouloir arrêter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dire, ok, c'est bon, demain, vous allez retomber dans les mêmes vices. La décision doit être honnête et personnelle. C'est-à-dire que c'est pas à moi de venir, en fait, vous n'aurez pas à venir me dire que j'ai décidé. Je ne serai pas là pour vous surveiller non plus. Donc, en gros, vous devez arrêter de vous mentir à vous-même et de vous voiler la face. D'accord ? Vous devez prendre l'initiative de dire ça suffit, il faut que j'arrête. Et en ce moment-là, croyez-moi,
Les jeunes en parlaient d'un être surnaturel au-dessus de nous. Il vous donnera les moyens et la capacité de vraiment totalement tout arrêter. D'accord? Antoine, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Alors moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que généralement, lorsqu'on parle de mauvaises habitudes, de mauvaises pratiques, on va là faire allusion à quelque chose qui devient addictif, d'accord? On va faire allusion à une addiction. Parce que dès l'instant où tu prends conscience que tu as du mal à lâcher quelque chose, ça veut dire que quelque part, c'est comme une addiction pour toi. Et en parlant d'addiction, j'aime parler, excusez-moi du terme, mais vous allez l'accepter comme ça, de maladie. À un niveau, à un stade, une addiction est comme une maladie. Et pour guérir d'une maladie, on consulte, on se fait aider. Et rassurez-vous, aujourd'hui, pour sortir d'une addiction, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Au-delà du fait que vous puissiez décider de le faire, comme a dit le docteur Nogaël, il faut vous faire aider, vous faire accompagner. Et j'aime souvent dire que la décision aujourd'hui est un pas vers la guérison. Dès l'instant où tu décides de guérir d'une addiction, c'est déjà un grand pas. Et je pense que tu peux déjà te féliciter pour ça. Donc, il est important de décider. Mais de ne pas seulement s'arrêter au fait de décider. Après avoir décidé, il faut que tu sois en mesure de payer le prix qu'il faut. Après que tu prennes la décision, tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je décide de passer à autre chose. Il faut que je guérisse. Il faut que je lâche telle ou telle chose. Il faut que tu sois en mesure de payer le prix qu'il faut. Il faut que tu sois en mesure de faire le pas. Une fois que tu auras fait le pas, tu auras fait un pas, tu auras fait 2, tu auras fait 3 pas, et le reste des pas seront beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles à atteindre. Alors, je pense que nous allons aider quelqu'un, c'est notre objectif. Vous savez, les industries pornographiques, par exemple, aujourd'hui, les jeunes, nous parlons de la performance, nous parlons... Est-ce que vous savez que ce sont des acteurs? Ce qu'ils font là, ce sont des... C'est pas que il est debout pendant 2 heures du temps sur une femme. Il marque une pause. On lui dit pause, action. Ah oui. Coupé. Il jouit. On lui demande de se reposer pendant 4 heures du temps. Il reprend encore la force. Il va encore refaire. Donc, ne pensez pas quand vous regardez le film, hein, c'est comme ça. Le gars là, il est performant. Donc, moi aussi, je dois pendant 4 heures d'affilée. Non, ce sont des acteurs de film. Vous voyez ça? C'est une illusion. Ce sont des acteurs, action, ils commencent, couper, stop. Donc c'est comme ça, c'est des scènes, des courts-métrages, encore, tout ça là. Ça peut prendre 1 mois, 3 mois, comme une série. Hein. Ça peut prendre 2 ans. On est en train de jouer un film que toi tu vas regarder en 1 heure et tu vas penser que, voilà, donc le gars là, il est fort, il est puissant, il est performant. Moi aussi, je dois faire comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La question suivante... ça, je pense qu'on en a déjà évoqué. Quels sont les divers dégâts sur la sexualité mal gérée? Je pense qu'on en a parlé sur ici, les dangers. Mais en plus de cela, je vous invite vraiment, mais allez suivre les émissions qui ont été faites. Les 2 qui sont disponibles sur YouTube. Ça dure environ 1 heure. Environ 1 heure. Croyez-moi, vous n'allez pas voir le temps passer. Allez suivre. Vous serez vraiment édifiés. Et la dernière question... Quand on décide d'arrêter ces habitudes, qu'est-ce qui nous arrive après? Ah non, c'était quoi la suite après ça, c'est ça, non? Après ceci, quelle est la suite? Alors, ceci est... On aimerait qu'il y ait une suite ici. Et pour qu'il puisse y avoir une suite, il va falloir que vous aussi, vous puissiez nous aider. Parce que nous, on ne peut rien faire seul, en fait. Donc, il faut qu'on remarque encore un peu plus d'engouement de votre part pour pouvoir faire, pourquoi pas une 2e fois, où on s'adresse à des jeunes. Peut-être en atelier. Je pense qu'en atelier, ça serait bien. Parce qu'en atelier, on pourra donner la parole à tout le monde et écouter tout le monde. Prendre le temps avec tout le monde. D'accord? Donc, vraiment, on espère vraiment avoir autant de partenaires qui vont nous accompagner parce que ceci aussi a un prix. Ça a un prix et le prix, il est lourd à porter. Une seule personne, j'ai dit, ne peut pas laver tout le corps. Donc, on a besoin de plusieurs personnes pour pouvoir faire de plus en plus d'ateliers dans ce sens. D'accord? Je ne sais pas si Anto a quelque chose à dire par rapport à ça. Pasteur Nelch, Hélène? Docteur, j'ai à cœur quand même. Je sais pas si ma question, c'est de savoir, vous souhaiteriez discuter avec les filles. Je ne sais pas, est-ce qu'on a répondu à cette question, madame?
Madame, on a répondu à cette question. Alors, je ne sais pas si, Madame Paka, vous avez reçu ça. Je ne sais pas s'il y en a encore. S'il y en a encore, c'était promis pour les 50 personnes. Alors, à l'intérieur, on a pris justement le temps d'expliquer, parler. On a dit vraiment en 10 étapes. Et dedans, on vous donne des moyens de pouvoir aborder la question avec vos enfants, en fonction de l'âge, bien sûr. D'accord? Oui, c'est développé à l'intérieur. Ok, bonjour à tous. Mon nom c'est Patrick Okemba et je voudrais juste ajouter quelque chose à propos des conséquences quand un homme enceinte une femme ou un garçon enceinte une fille. Donc, pour moi, je pense que l'éducation sexuelle de notre pays se repose sur les garçons. Aujourd'hui, vous savez bien, si tout le monde gardait son enfant à la maison, un garçon, il n'y aura aucune fille qui sera enceinte. Sauf si ce sont des papas maintenant qui font la pagaille. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que nous insistons en tant que parents qui avons des garçons, nous insistons sur le fait que les garçons doivent comprendre toutes les conséquences. Quand tu enceintes une fille, ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ils vont seulement là-bas pour une seconde et c'est une bombe atomique. Vous voyez? Par exemple, là, voilà. Et une fois, parfois, c'est une seconde. Donc, vous voyez, par exemple, la dame qui venait de parler, elle se plaint pour toute sa vie. Mais là, on a vu que la dame, mais on ne sait pas qui était derrière. Là, on a impliqué la maman qui a pris la décision, mais ce n'était pas la maman qui était dans les quatre coins. Donc, sur ça, je voudrais que les parents parlent vraiment, parce que la conséquence, c'est bien que c'est la fille qui va avoir beaucoup de conséquences. Elle va d'abord perdre pour 9 mois, elle va perdre d'abord toute son année. Parfois, elle ne va pas arriver à se refaire. On en a vu des filles très intelligentes en classe, dès qu'elle est enceinte, c'est fini. Elle n'a plus de bac, elle commence à redoubler des classes et parfois on ne la retrouve pas. Il suffit de voir, parmi nous ici les hommes, tu peux, moi j'ai 42 ans, tu peux passer, tu rencontres peut-être une de tes ex. Parfois tu as pitié. Tu n'as rien fait. Imagine une fille que tu as eu à enceinter et elle n'arrive pas à s'en sortir pour ta vie. Parfois les gens vont la rejeter et tout ça là. Donc il faut que les garçons surtout prennent conscience de ça. C'est vrai que c'est la fille qui va supporter la conséquence, mais les garçons doivent comprendre tout ça là. Donc voilà pourquoi je voulais dire, les 3 points que j'ai essayé un peu de marquer ici, c'est une grossesse de 9 mois, ça peut entraîner la scolarité qui est gaspillée pour l'année. L'année scolaire, vous savez tous, c'est 9 mois. Donc si tu tombes enceinte en octobre, c'est fini pour toi. Donc il y a ça. Ensuite, la deuxième conséquence, nous qui sommes un peu les bantous ici, on sait que la grossesse, si ça marche bien, c'est un enfant, ça peut produire quelque chose, c'est un cerveau, gloire à Dieu. Mais il y a aussi des conséquences. Ça peut être aussi une fille, pendant l'accouchement, elle est décédée. Si elle est décédée, qu'est-ce qui va se passer? On va savoir qui a enceinté la fille. Ça va être les parents qui doivent venir pour essayer un peu d'expliquer. On va commencer à cotiser, tu n'as pas épousé la fille d'autrui. Ça va être quoi? Au Goba, les bébés, comme on dit, non? Vous voyez, donc tu as 18 ans, 16 ans, tu commences déjà à avoir cette... chez nous, c'est comme une malédiction. Donc, le troisième point, c'est ce qu'on appelle, c'est le déshonneur, par exemple. En Afrique, par exemple, les garçons sont vraiment au courant que si tu enceintes la fille d'autrui, tu l'épouses. Si tu ne l'épouses pas, les frères vont commencer à te chercher, les parents de cette fille. Donc c'est un déshonneur que tu vas emmener dans la famille de l'autre. Donc pour ça, moi en tant que garçon, je me rappelle, mon père, il disait à mon grand frère, à l'époque j'avais 13 ans, il disait à mon frère, tu enceintes une femme aujourd'hui, je te prends, je te ramène chez les parents de la fille en question. Et dès que j'ai entendu ça, dans le quartier, c'est une honte. Imagine, moi, j'enceintais la voisine. Bon, les jeunes, hein, tu enceintes la voisine, maintenant on te dépose là-bas. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai contribué un peu. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Tonton Neige. Ok, ce que j'aimerais dire, c'est déjà, en tant que parent, je pense je sais qu'il y a des parents dans la salle, ça ne doit plus être un tabou. Chers parents, soyons des frangins pour nos enfants, soyez des frangines pour vos enfants. Parlez, voilà, sans tabou, ayez le courage de discuter avec vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, la rue va le faire.
Si vous ne... Et la rue, bien évidemment, la rue ne va pas blaguer. Elle va bien faire ça même. Chez nous, à la maison, ceux qui m'appellent qu'ils ont solo, petit, m'appellent qu'ils ont solo. C'est démoniaque ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça c'est... Vous voyez ça? Il n'y a pas plus longtemps, là, le petit, il est allé dire à sa maman que j'ai des démangeaisons, tout ça là. Et la daron lui a dit, attends quand le daron va venir, montre au daron. Vous voyez ça? Le petit, donc c'est déjà un système qui est mis dans le foyer, dans la famille, à telle enseigne que tout le monde est à l'aise. Tout le monde est à l'aise. Chers parents, c'est une honte. Vous voyez, c'est une honte que les enfants qui sont sous ta tutelle, sous ta responsabilité, font des choses dehors et que toi, tu n'es pas au courant. Ils peuvent cacher comme ils veulent le cacher, mais si tu es un parent responsable, je pense que tu seras au courant de tout. Vous voyez ça? Une jeune sœur qui a 17 ans, elle a déjà connu 20 gars. Vous voyez ça? Je suis pasteur. Voilà, j'en sais quelque chose. Je parle en connaissance de cause. 20 gars, elle a 17 ans. Je connais la maman, je connais la jeune sœur. Et quand tu discutes avec la maman elle dit il y a que deuxième bacal à Yandi. Vous voyez, pour la maman, la fille a connu une première relation qui n'avait pas marché. Et là, c'est une deuxième relation. Ouais. Au fond, la fille était venue se confier chez le pasteur. Elle est déjà à son 20e gars, à l'âge de 17 ans. Vous voyez ça? C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Aujourd'hui, nous, en tant que parents, on est focus que sur l'argent. On pense que gâter l'enfant, c'est le bénir. Bien au contraire, l'argent ne suffit pas. On doit être présent. Ce qui compte, c'est notre présence au quotidien. Ne finissons pas toute notre force dehors. Moi, quand j'ai en face de moi des parents, je dis toujours aux parents, les gars, ne finissez pas toute votre force, toute votre énergie dehors. Vos femmes vous attendent la nuit. Les enfants, vous devez veiller comment a été leur journée. C'est la responsabilité des parents, entre guillemets, les papas. Papa, tu ne peux pas dire que ta responsabilité, c'est équiper la maman, donner de l'argent et voilà, basta. Non. Quand tu fais ça, les enfants sont à la merci de la rue. Et à nous aussi, les enfants, nous devons comprendre une chose, c'est que il n'y a personne qui peut nous aimer, il n'y a personne qui pourra nous aimer mieux que nos propres parents. Qu'on ne nous trompe pas. Il y a du quartier, les tatas du quartier ne vous trompent pas. Voilà, faux. Les parents, vous qui vous ont mis au monde, ce sont eux qui vous aiment plus que tout. Quand quelque chose vous arrive, ce sont eux qui seront dans des pleurs, des difficultés. La douleur sera au niveau de vos parents. Donc faites confiance à vos parents. Tout ce qui peut vous arriver, ayez le courage. Même si va parler à maman, passe par une autre personne, une personne intermédiaire pour dire ce par quoi tu passes. Vous voyez ça? Donc c'est très... Société, une jeune sœur qui tombe enceinte par un jeune frère l'enceinte et c'est la maman du jeune frère qui va faire avorter la fille d'autrui sans que ses enfants soient au courant. Vous voyez ça? Est-ce que vous pensez à votre vie vraiment? Est-ce que tu penses à ta vie, à ton éternité? Est-ce que tu penses à ton futur? Quand tu te livres comme ça là, que donneras-tu à cet homme-là qui donnera le bissap à tes parents? C'est un portail à Elaïs. Vous voyez ça? Pensez à ça. Pensez à cet homme-là. Pensez à cet homme-là. Allez-y, maman. Non, en fait, je voulais juste dire que ça va aller dans les deux sens. Parce que généralement, quand on parle de la jeune fille qui a eu beaucoup de relations, oui, c'est vrai. Mais après, je pense qu'aucune femme aussi ne voudrait avoir un homme que toute la planète a vu nu, quoi. Donc, ça va dans tous les sens. Il faut vraiment qu'on crée le juste équilibre. Parce que très vite, on accuse la jeune fille. Mais dans les deux sens aussi, je pense que ça le fait. Voilà. À nous aussi, les jeunes frères, voilà. Si la fille d'autrui est vierge, il n'y a aucun futur ou bien rien ne promet. Donc faites très attention.
Ne couchez pas, ne faites pas. Attendez le bon moment pour faire ce qui est recommandé. Merci beaucoup. Merci, merci, merci encore. J'espère vraiment qu'on a pu répondre à un besoin et que je pense qu'on vous laisse encore sur votre soif. Mais malheureusement, le temps est en train de partir et que chacun est patient. Et donc, ce qu'il faut retenir justement de cet échange, c'est que éduquer sans juger est justement la clé pour une jeunesse informée. D'accord? Responsable. Donc, juger est la clé d'une jeunesse informée et responsable. Et comme action concrète, il faut améliorer le dialogue parents-enfants. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de rester sur nos grands chevaux. Essayons un peu de redescendre au niveau de nos enfants. Et faisons de nos amis. Apprenons à, on va dire quoi, à renouer le contact. C'est important. Ça fait tellement mal au cœur de voir parents, papa et enfants ou maman, enfants qui sont assis sur la même table, on dirait deux étrangers. Ça fait mal au cœur. Et chers enfants, à vous aussi, faites un effort de vous rapprocher de vos parents. Ce qui est bien, c'est que vous êtes informés que les parents que nous avons ont une certaine culture et une certaine éducation. Aujourd'hui, on n'est pas élevé à la même manière que nos parents. On n'a pas la même éducation. Et tu ne peux plus éduquer ton enfant tel que tes parents t'ont éduqué. Parce que le monde dans lequel tu éduques ton enfant n'existe plus aujourd'hui. C'est un monde qui est passé. Mais ça ne veut pas dire que le vieux qui est à côté de toi, il est dépassé. Il n'est pas dépassé. Il a vécu certaines choses pour lesquelles il est à même de te raconter et de te dire, qui peuvent t'aider à te canaliser, à te dire, petit, moi j'ai fait ça dans la vie, j'ai fait ça, voici ce que ça m'a donné. Et en tant qu'aîné, je suis à même de te dire, attention ici au chemin que tu es en train de prendre. Mais si toi, en tant qu'enfant, tu te réfugies plutôt aux côtés du tonton du quartier, de la tantine du quartier, qui, tonton Neige, c'est, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que ton père et ta mère. Même s'il est aussi indifférent vis-à-vis de toi, il n'y a aucune personne qui a autant d'amour pour toi que tes parents. Donc, s'il vous plaît, essayons de rétablir les choses. On a dit beaucoup de choses ici. Celui qui se sent concerné et qui pense que ce qu'on a dit a touché son cœur, tu t'es retrouvé comme étant une enfant très difficile vis-à-vis de tes parents. Quand tu rentres chez toi, va demander pardon à tes parents. Non, je suis sérieuse. Hein? Ah oui, je suis très sérieuse. Quand tu rentres chez toi, appelle ta mère, appelle ton père. Reconnais que tu as été difficile pour elle ou pour lui. Sincèrement, demande-lui pardon et prends la décision, cette fois-ci, d'être quelqu'un de correct vis-à-vis de tes parents. Mais toi aussi, en tant que parent qui m'écoute, si tu reconnais qu'à un moment donné, tu t'es montré démissionnaire vis-à-vis de l'éducation de ton enfant, que tu as abandonné ton enfant à la merci de la rue, à la merci de tout le monde, en évitant tout type de sujet sous prétexte que c'est tabou ou encore tu l'as carrément délaissé. Toi aussi, tu as la responsabilité d'appeler ton enfant, dire j'ai été une mauvaise maman, j'ai été un mauvais papa. J'apprends à rectifier le tir. Je ne sais pas comment faire. Mais on va trébucher tous les deux. On va se relever, mais on va avancer. Il faut savoir que je ne te lâche pas la main, que je suis là, que tu peux compter sur moi. J'espère que mon message, il parle, il touche quelqu'un. Je pense qu'il touche quelqu'un. Les éducateurs, que ce soit à l'école, vous aussi vous êtes responsables. Les promoteurs d'école, vous aussi vous êtes responsables. Les enfants que nous vous confions à l'école, prenez-en soin. Il ne suffit pas de leur donner que la connaissance scolaire.
C'est tout un cursus, c'est tout un cycle. Prenez-en soin. Ce serait bien que chaque promoteur d'école puisse penser à remettre ou à mettre dans le programme l'éducation sexuelle. Mais pas que l'éducation sexuelle. L'éducation civique, ça n'existe plus. L'éducation morale, ça n'existe plus. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Noguette, s'il vous plaît. Je pense que tout ce qu'on a à faire ce soir, c'est de vous dire merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu présent à cet appel. J'ai envie de dire cet appel, mais solennel. Vous avez répondu et j'ose croire, on a dit ça au départ avec les mots trop durs. Nous, on va parler nous à nous. Avant, on a parlé d'ambassadeurs. On a besoin que chacun de nous soit un ambassadeur. Docteur, dis-moi tout dans nos quartiers. Mais je préfère le redire de la façon la plus simple. J'aurais aimé, moi, perso, informer ici. Ce que toi, tu as pu retenir, va dire ça à ton ami dans le quartier. Va dire ça à ton collègue en classe. Tu peux sauver une vie. C'est pas parce qu'il va te bouder que lui, il a raison. C'est toi qui as l'information qui a raison. Chérie, comprendre.